Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je reçois Isabelle Barry. J'ai le grand plaisir de recevoir Isabelle pour parler notamment du rapport de la fiction, enfin ce que la fiction peut amener et son rôle par rapport au sujet du HP, du HPI. Alors, bonjour Isabelle, Bonjour merci d'être Alban, avec nous. merci à toi. Et ben donc voilà, enfin l'idée c'était aussi d'échanger par rapport à Isabelle et l'auteur notamment du livre Zebraska et donc écrit des livres, des romans par rapport au sujet, enfin à cette thématique. Et puis voilà, l'idée un peu au début de se rencontrer aujourd'hui, c'était pour parler de la fiction notamment à travers tes ouvrages et puis aussi en réponse au succès de la série donc fiction sur TF1 qui est passée HPI. Euh, donc, je ne sais pas trop, en fait, quelle première question te poser, parce que c'est vrai que c'est un peu un tout, et puis à la fois, mais voilà, enfin, si tu peux dire par rapport à ce rôle ou ce vecteur que peut incarner la fiction dans cette thématique-là, comment toi tu le vis ou qu'est-ce que tu en quoi tu penses qu'il est particulièrement puissant? Mais ça fait deux questions en une peut-être, mais bon, on aura le temps de détailler après. D'accord. Moi, j'ai toujours pensé que la fiction avait un pouvoir incroyable. En tout cas, les histoires avaient un pouvoir incroyable. Euh, la preuve, c'est que depuis la nuit des temps, on raconte des histoires aux enfants. Les tribus se mettent en cercle autour du feu pour se raconter des histoires. Et il y a quelque chose, il y a une magie dans les histoires. Et d'ailleurs, je me dis souvent que si on me demandait, si un enfant me demande, tiens, Isabelle, c'est quoi l'amitié? Qu'est-ce que ça représente l'amitié? Je ne vais certainement pas aller prendre mon dictionnaire et lui dire la définition de l'amitié. Je ne vais certainement pas lui dire non plus les origines du mot amitié, que ça vient du latin ou que ça. Parce que je vais faire rentrer alors l'enfant dans une définition qui est très rationnelle. Or, ce qu'il attend de moi, c'est quelque chose qui est plus émotionnel. C'est que je lui explique l'amitié, et c'est ce que je ferai très probablement à travers un petit livre où le crocodile tombe en amitié avec un petit lapin, et il comprendra mieux ce qu'est l'amitié à travers cette histoire que si je lui lis la définition du petit Robert ou du Larousse. Donc, pour moi, le pouvoir des histoires tient à ça, quel que soit le vecteur, que ce soit le vecteur du roman, qui est mon vecteur à moi, ou le vecteur des arts cinématographiques, théâtraux ou autres. Ce qu'il y a pour moi aussi de primordial dans la fiction, c'est effectivement ce côté du cœur. C'est-à-dire que quand on écrit un essai ou voilà, on sait par exemple qu'il y a pléthore de livres sur le haut potentiel écrits par des psychologues, des psychiatres, et c'est très bien. Et il fut une époque où je les avais tous lus, donc franchement, moi, ça m'a aussi beaucoup aidé. Mais ça m'a toujours aussi beaucoup manqué de ne pas avoir de fiction qui parle de ça, pour pouvoir amener. Je manquais d'être amenée par le cœur et pas par la raison. Parce que en tant qu'au potentiel, la raison, elle tourne déjà bien tout le temps. Et donc, aller lire encore des choses qui vous parlent à votre mental et à votre raison, c'est très bien. Mais y aller par le cœur, c'est encore autre chose. Et avec mon roman Zebraska qui parle du haut potentiel, c'est ce que j'ai voulu faire en fait. Je me suis dit à un moment donné comment amener les gens dans le monde du haut potentiel par le cœur et pas par la raison. Alors j'aurais pu le faire par exemple avec un témoignage qui n'est pas donc une fiction, mais je n'avais pas du tout envie de me raconter ni de raconter mon histoire brute en tout cas. Et puis je me suis dit mais la fiction amène aussi ce petit quelque chose qui fait que non seulement on amène les gens dans l'histoire par le cœur, mais on leur donne la possibilité de s'approprier l'histoire. C'est-à-dire que par exemple si je vous raconte l'histoire de mon fils HP telle qu'elle est vraiment, la vérité, toute la vérité, enfin, sans entrer dans l'intime, mais en tout cas avec une certaine forme d'intimité, je vais donner au lecteur la possibilité de regarder mon histoire par le trou de la serrure. De dire, voilà, c'est mon histoire à moi et je te donne la permission de la regarder. Si je transforme et je travestis cette histoire et que je lui donne un univers plus universel, que je me détache de mon histoire, que je prends du recul, que je mets d'autres personnages, que va faire le lecteur? Il va pouvoir réellement s'approprier l'histoire. Et souvent, quand je publie un roman, et c'était très fort le cas avec Zebraska, où j'ai dû prendre beaucoup de recul pour ne pas me raconter, une fois que le livre a été mis en librairie, je me suis dit aussi, ce n'est plus mon livre, c'est le livre de ceux qui vont le lire. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec une fiction, avec un témoignage. Ce serait ma vie qui est mise à disposition des gens pour être lue. Voilà. Et pour moi, ce sont
deux choses qui sont très, très intéressantes avec la fiction. C'est premièrement ce côté du cœur, c'est d'amener les gens avec le cœur dans un sujet très particulier. Et je vois quand les lecteurs reviennent vers moi, par exemple avec Zebraska, ils vont me dire « Oh, Madame Barry, je ne me sens plus seule. Oh, Madame Barry, maintenant je vois le bout du tunnel, je vois une forme de lumière parce que en fait, ce que vous avez décrit, c'est tout à fait mon gamin. » Mais c'est peut-être grâce au recul que j'ai mis dans mon histoire que cette association est tout à fait possible. Voilà, donc je trouve que la fiction a ce petit quelque chose et je crois que parfois, dans des sujets très très forts, elle n'est pas toujours exploitée. En tout cas, moi, pour le haut potentiel, ça m'avait beaucoup manqué. C'est pour ça que, comme je suis romancière, ben, quand je suis sortie un peu du marasme du haut potentiel, parce que j'ai connu quand même 5-6 ans de grosses difficultés, lorsque je suis sortie de là, eh bien, c'était essentiel pour moi d'écrire un roman sur le haut potentiel et je trouvais que ça manquait, que j'avais pléthore de lectures hyper sérieuses, hyper rationnelles, beaucoup de témoignages aussi qui m'ont énormément aidé. La lecture m'a énormément aidé voilà, dans ma quête, mais ça me manquait de pouvoir entrer dans une histoire par le cœur et de simplement me lâcher dans cette histoire sans essayer de trouver des choses pratiques ou des explications super rationnelles. Et j'ai trouvé ça important et c'était même un essentiel pour moi de pouvoir le raconter dans une histoire, de travestir ma propre histoire et celle que j'ai connue avec mon fils au potentiel pour pouvoir complètement travestir et partager à travers une histoire. Et c'est là où la fiction, pour moi, prend tout son sens. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'ai lu ça il y a quelques années. Ça m'a vraiment frappé. Dans une université aux États-Unis, au Massachusetts, université de médecine, quand les jeunes étudiants viennent pour acheter leur syllabi, pour étudier, eh bien, on leur donne une feuille avec tous les livres, les films qui ont été écrits sur le monde médical. Et l'idée, c'est de leur dire, voilà, vous avez vos syllabis d'un côté, et puis vous avez cette feuille. Et tout ce que vous pourrez trouver sur cette feuille, vous ne le trouverez jamais dans vos syllabis. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est commencer des études de médecine en se disant, ben voilà, j'ai mon côté rationnel, j'ai la raison, je dois évidemment apprendre la médecine. Je ne dis pas qu'on apprend la médecine en regardant des séries urgences, hein, on s'entend bien. Il y a ça, mais à côté de ça, je peux rentrer dans la médecine aussi par le cœur. Je peux rentrer dans la vie de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, en me mettant au sein de au creux de leur vie, au creux de leur quotidien, par la fiction, et je vais découvrir d'autres choses. Donc je pense que la fiction est très complémentaire, surtout dans les sujets lourds, difficiles, délicats, peu connus. Pour finir, il fait rentrer les gens par la fiction à quelque chose d'intéressant. Quand j'ai écrit Zebraska, ma première idée était de l'écrire pour des gens directement liés au potentiel. Les gens au potentiel eux-mêmes, les gens hypersensibles, atypiques, parce que pour finir, le haut potentiel est une symbolique de la différence, les parents d'enfants au potentiel, par exemple aussi. Mais ce qui m'a semblé aussi intéressant dans un second temps, c'est de toucher les gens qui n'ont rien à voir avec ça. Comme on regarderait un film de guerre sans avoir vécu la guerre, c'est possible. On n'est pas obligé de ne toucher que les gens tout de suite concernés. Et pour ça, évidemment, la fiction est essentielle. Vous n'allez pas faire lire à quelqu'un qui n'est pas du tout concerné par le haut potentiel un livre de psycho sur le haut potentiel, qui vous parle du haut potentiel et de ses caractéristiques. La personne qui n'est pas du tout concernée, elle ne va pas être attirée par ce genre de livre. Par contre, elle va pouvoir être attirée par un roman et y découvrir des choses où elle va se dire, par exemple, ah ben ça, je ne savais pas du tout. Ah ben ça, je ne me rendais pas compte. Donc, je pense que là, la fiction a aussi un rôle de casser les clichés. Et ça, je trouve très intéressant dans la fiction également. C'est de casser des clichés et de pouvoir quelque part tout se permettre. Moi, j'ai un psychologue qui m'a dit un jour, Isabelle, toi, ce qui est génial, c'est que quand moi, j'écris un livre, je dois lire la vérité et toute la vérité, et je dois passer par toutes les étapes. Je ne peux rien louper, je ne peux rien rater. Toi, tu peux te permettre de faire des ellipses, tu peux te permettre de faire jouer ton imaginaire, et là, tu entraînes des gens que moi, je ne pourrais jamais entraîner. Et ça m'a beaucoup parlé, ce qu'il m'a dit là, parce que c'est un professionnel quand même du haut potentiel et un psychologue. Il m'a dit c'est très complémentaire, en fait. Et aujourd'hui, il y a pas mal de psychologues, je suis belge, donc en Belgique, qui ouvrent la porte
aux gens qui viennent chez eux avec la fiction. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir dire, voilà, j'ai plein de livres à vous proposer, mais lisez peut-être d'abord une fiction. Lisez peut-être d'abord Zebraska, une autre fiction. En tout cas, quand il conseille Zebraska, je suis évidemment bien contente. Pour entrer dedans, avec le cœur d'abord. Et après, vous pourrez aller vous nourrir rationnellement en essayant de trouver des choses pratiques, etc. Et ça fonctionne assez bien. Je trouve que la fiction a ce rôle-là. Ça parle à notre cœur et je crois que c'est vraiment l'essentiel. Mais est-ce que aussi, on ne peut pas dire, pas l'impression, j'aurais l'impression que ça parle à l'inconscient aussi davantage que quelque chose de théorique ou même d'un témoignage qui serait vraiment d'une seule personne et donc qu'on peut plus s'isoler, qu'on peut voir moins près de soi. Et là, le fait de rentrer dans une intrigue, en plus d'un roman ou dans une intrigue de fiction, oui, ça touche l'inconscient et peut-être c'est là d'abord où il y a une prise de conscience à faire avant d'aller plus creuser dans le sujet sur des ouvrages plus théoriques ou plus… Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, quand tu vas lire quelque chose d'hyper théorique sur le sujet, ben, tu vas commencer, tu verras les caractéristiques de l'enfant HP ou les caractéristiques de l'adulte HP. Hein, je parle de l'enfant ici, mais ce n'est pas forcément le propos, c'est un exemple. Ou comment fonctionne le cerveau. Et qu'est-ce que tu vas animer dans ton propre cerveau? C'est sa partie rationnelle. À la limite, tu pourrais prendre une feuille et un bic et commencer à faire un résumé, ou ton PC commencer à faire un résumé en disant ah, les caractéristiques, je retiens bien, est-ce que je rentre dedans, est-ce que je rentre pas dedans, et puis alors le côté pratique, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si je vais pas bien pour que ça aille mieux, et tout ça parle très fort à ton côté conscient, purement, que c'est ta conscience pure là qui est occupée à travailler sur le sujet. Et c'est évidemment très intéressant, parce que ce que je dis toujours, quand on est atteint par quelque chose, une différence qui nous marque, ben, il faut d'abord la comprendre. C'est une première chose à faire. Si on ne la comprend pas, ben c'est mal parti, on est sur la mauvaise voie. Il faut ensuite l'accepter, ce qui est quand même pas toujours facile non plus. Et puis en plus, après, je trouve qu'il faut l'aimer, parce que si on n'apprend pas à l'aimer, ben voilà, on est avec quelque chose qu'on a compris, qu'on a accepté, mais si on n'aime pas être comme ça, ou si on n'aime pas les gens qui sont comme ça, c'est un petit peu compliqué aussi de cheminer. Et donc, évidemment, dans la compréhension, ce qu'on pense, c'est qu'on va toujours parler à la raison et à la conscience, mais ce n'est pas vrai. La compréhension peut très bien venir de l'inconscient aussi, et là, tu soulèves quelque chose de tout à fait vrai. On va enregistrer des choses sans s'en rendre compte dans une fiction, parce qu'on va être amené, comme tu le disais aussi, par un suspense qui va tenir le fil jusqu'au bout, et on va plus se poser la question de se dire tiens, est-ce qu'il est HP? Tiens, est-ce qu'il réagit comme ça parce qu'il est HP? Tiens, pourquoi est-ce qu'il est hypersensible? On va oublier ça. On va oublier ça, on va juste écouter l'histoire. Et du coup, c'est à l'inconscient, effectivement, que l'histoire va parler. Et ça, c'est très, très intéressant. Et là, on va rentrer dans l'idée peut-être de l'acceptation et de l'image, et aussi de l'amour, parce qu'on va se trouver face à une figure qui est un héros ou un anti-héros, peu importe, pour lequel on va nourrir de l'affection, de l'amitié. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? L'image va changer. Alors moi, avec Zebraska, je visite pas mal les écoles. Alors, le livre s'adresse davantage aux adultes ou aux ados entre 15 et 20 ans. Donc, c'est cette tranche-là que je vais visiter dans les écoles. Donc, j'ai visité dernièrement quand même une bonne vingtaine de classes. Et après ça, je me rends compte un petit peu des similitudes qui viennent dans les questions et dans les raisonnements. Donc, souvent, je leur demande, tiens, voilà, est-ce que vous saviez ce que c'était exactement le haut potentiel avant? Et souvent, les gens lèvent la main, les jeunes lèvent la main en disant oui, enfin, j'avais ma petite idée. Puis quand je dis bon, c'était quoi pour vous avant d'avoir lu la fiction? C'était quoi? Et souvent, ils me disent les clichés qu'on connaît, qui ne sont pas forcément faux, mais qui correspondent quand même à ce que tout le monde assimile. C'est-à-dire, ben voilà, quelqu'un de super malin voilà, qui du coup est un peu déconnecté du monde. Et voilà. Donc, bon, ok. Est-ce que votre vision a changé après la lecture de la fiction? C'est quand même la question la plus intéressante. Mais oui, d'abord, ce n'était pas une lecture comme on a d'habitude, donc on a été pris par le personnage, on a été ému par le personnage, et du coup, on a envie de le rencontrer. Il montre son capital sympathie, en fait. Et donc, on a envie de le rencontrer, on a envie de l'aider. Alors, je dis, mais pourquoi donc vous ne faites pas ça dans la vraie vie? Pourquoi dans la vraie vie, quand il y a quelqu'un d'un peu bizarre, à vos yeux en tout cas, au sein de votre classe, vous n'allez pas vers lui? Et ça, c'est incroyable, la réponse est universelle, on me répond toujours, on a peur. Et donc, ça, c'est vraiment incroyable. C'est cette peur de la différence. Donc, de dire, on a peur d'abord parce qu'il n'est pas comme nous, donc ça nous met mal à l'aise. On ne sait pas comment l'aborder. On ne sait pas comment. Et du coup, eh bien,
bon, parce que là je vous parle de jeunes, ben, on ne l'invite pas à nos fêtes, on ne sort pas avec lui, ben, on ne lui cause pas à la récré. Et du coup, c'est vrai, on se rend compte qu'on le met dans une situation d'isolement qu'à la limite, il n'a pas demandé et qui finit lui-même aussi par se mettre dans cette situation d'isolement. Et donc, ils disent, ben, maintenant qu'on a lu la fiction, on voit les choses autrement. On voit ce jeune autrement parce qu'on l'a vu vivre. On a d'abord compris pourquoi il était comme ça, que c'était difficile peut-être pour lui d'être parmi nous. On l'a suivi dans sa vie de tous les jours. Il a des parents comme nous, il a des frères et sœurs comme nous. Il est humain comme nous, il est jeune comme nous. Et puis surtout, c'est le plus important, il aime s'amuser comme nous. Parce que l'image du haut potentiel est encore souvent le type ou la nana complètement mortifère, qui n'aime pas rire, qui est hyper sérieux, qui adore ses cours, qui adore apprendre, mais qui a ce côté ennuyeux, qui a ce côté, oui, mortifère, c'est vraiment ça. Et donc, on n'a pas envie de le côtoyer. Par contre, quand on l'a découvert dans une histoire, on a découvert une personne. On a appris à la découvrir. Et je crois qu'effectivement, et là, Alban, tu touches vraiment le point clé, c'est inconsciemment que ça s'est fait. On n'a pas lu un livre sur le haut potentiel. On a lu un livre où on a vu un jeune évoluer dans sa vie de haut potentiel. Et donc, ça a parlé à notre inconscient. Une image s'est installée autre que celle qui était installée avant. Et du coup, on peut voir cette différence autrement et on peut alors aller vers l'autre. Et là, je trouve qu'il y a un exercice hyper intéressant à faire. C'est tout à coup cette idée d'aller vers l'autre qui n'était pas le cas avant et qui, à travers la fiction, peut tout à coup se dénouer. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent dans une fiction. Je dis souvent à mon fils quand il était petit et qu'il me parlait de sa difficulté d'intégration par rapport aux autres, je disais, mais regarde dans les livres, j'avais la chance qu'il aime lire, donc souvent j'essayais d'orienter ses lectures, mais c'était très facile parce que j'ai toujours les héros, ils sont presque tous au potentiel ou hypersensibles. Si on a un petit héros où tout va bien, il ne s'en prend pas plein la tête, donc il n'a pas de combat à mener, donc il n'y a pas de trame narrative à la fiction. Il faut dans une fiction que le personnage ou le héros s'en prenne plein la figure à un moment donné, sinon c'est pas drôle. Et du coup, je dis, mais on a souvent ce petit héros ou ce grand héros qui est tout seul, qui est en marge, et puis il évolue, il mène un combat et on lui reconnaît ses qualités, etc. C'est un peu comme ça que fonctionne toujours une fiction, que ce soit un film ou un roman. En général, le héros, il s'en prend plein la tête, c'est pas facile pour lui. Il a un combat à mener avant d'arriver à la fin de l'histoire. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi inconsciemment qu'on va parler au lecteur, en parlant de héros auxquels le lecteur va s'assimiler ou non, contre lesquels il aura de la colère, de l'amitié, de l'amertume, de l'amour. Quelle que soit son émotion, c'est une émotion qui va être suscitée et c'est effectivement son inconscient qui va être titillé là. Et pas sa raison et pas son conscient qui pourrait être titillé par un syllabus, par un livre écrit par un psychologue sur un sujet bien précis. Et ça permet, enfin, je pense aussi que ça permet d'élargir le champ parce je pense que sur ces sujets-là de potentiel et tout ça, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, les ouvrages un peu plus théoriques, ben voilà, sont plus limités et la fiction permet de faire ressentir, en tout cas, même ce qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais de le faire ressentir, de le faire comprendre au-delà de concepts ou de choses vraiment clairement en les montrant dans la pratique, quoi. Enfin, en les faisant partager, donc au-delà de ce qu'on peut véhiculer dans du théorique. Oui, c'est l'idée du quotidien, c'est l'idée d'amener le lecteur dans le quotidien du héros. Et du coup, effectivement, comme tu le dis très bien, au lieu de dire, alors dans un ouvrage plus psychologisant, je dirais plus professionnel, on va dire ça comme ça, on doit dire avec des mots. La fiction va permettre de faire ressentir. Et ça, c'est quelque chose de très différent. Donc, on ne va pas dire, et le petit Thomas sorti de l'école, et il était très malheureux, et il pleurait beaucoup. C'est pas ça qu'on va dire dans une fiction. On ne va pas dire les mots. On va expliquer qu'il avait son jeans déchiré, ou qu'il avançait la tête basse, et le lecteur va comprendre de nouveau, parce que le message est fait à son inconscient, qu'effectivement, ce petit garçon qui a les vêtements déchirés et qui regarde ses pieds n'a pas l'air très heureux. Mais on ne va pas dire « Oh, le petit Thomas n'est pas heureux ». On ne va pas le dire avec des mots aussi. On va faire travailler le lecteur.
le lecteur va devoir faire ce travail de comprendre par ses émotions, et on en revient au cœur, par ses émotions et par son sentiment, ce que peut ressentir ce petit garçon qui marche les habits déchirés et la tête basse. Il ne va pas lire tout simplement, voilà, ce petit garçon est malheureux parce que point 1 ceci, parce que point 2 cela, parce que point 3 cela. Il va devoir faire travailler lui-même son imaginaire, le lecteur. Et du coup, ça va, pour moi, aller beaucoup plus profondément. Ça va être ancré beaucoup plus profondément. Qui n'a pas pleuré en regardant un film? Qui n'a pas pleuré en lisant un livre? Ou qui n'a pas... ça touche tout de suite à l'émotion. Et donc, pour moi, l'émotion va un peu plus loin que la raison. Parce que quand on a touché l'émotion, la raison, quelque part, elle était atteinte aussi, puisqu'on a compris. On a compris le petit enfant qui sort tête basse avec les habits déchirés. Mais on l'a compris par un autre biais. Et donc, pour moi, ça rentre beaucoup plus profondément et on s'en souviendra beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, c'est le cas, moi, souvent, j'ai le cas quand je lis un livre, et j'adore faire ça aussi, un livre, un essai, ou un livre, ça me reste beaucoup moins longtemps que quand j'ai lu une fiction, que je vais continuer à vivre pendant longtemps, et elle va me parler, le personnage va continuer à vivre en moi, je vais m'en souvenir beaucoup plus longtemps qu'un livre où je vais nourrir ma raison, et où je vais nourrir ma compréhension par la raison. Lorsque je vais nourrir mon cœur ou mes émotions, mes sentiments, ça va rester ancré en moi, dans ma peau et dans mes tripes, beaucoup plus longtemps. On peut avoir des effets comme ça quand on a vu un film très fort, qui nous a très fort marqué, ou lu un roman, où on ferme la dernière page et on se dit, ouf, le coup de poing, quoi. Ça va rester, pour moi, à beaucoup plus long terme. Il va y avoir comment dire, si on pouvait avoir des couches, on reprend un oignon, ça va aller dans les couches plus profondes de l'oignon, voilà. Que quand on lit quelque chose qui est purement rationnel, qui va toucher notre raison et qui pour finir va rester en superficie ici devant et ne va pas avoir touché une autre partie de notre cerveau qui, elle, a, comment dire ça, a digéré les choses. Voilà. Je crois que l'émotion, les sentiments, y aller par ce biais-là, et y aller effectivement par ce côté inconscient, eh bien, c'est comme si on le prenait à l'intérieur de nous. Il y avait une forme de digestion profonde. Et on se l'approprie, je pense que c'est ça aussi qui change. J'aime beaucoup comment tu décrivais la façon de ne pas dire les choses explicitement, mais que ce soit la personne un peu qui comprenne avec ce qu'on dit. C'est que la personne, du coup, elle a son interprétation elle-même. Et ce n'est pas comme un livre ou théorique qui va déjà dresser des conclusions, mais donc forcément, quand on va lire ça, ben oui, on ne va pas les digérer de la même façon, on ne va pas se les approprier. C'est quelque chose qui est déjà prémâché un peu, puis on va dire, bon, ben voilà, on va intégrer comme ça, mais ça ne sera pas quelque chose qu'on se sera approprié, où il y aura eu un processus. Parce que là, vraiment, quand tu décrivais, je trouvais ça génial, parce que c'était vraiment la personne qui était responsable, enfin, c'était la personne, son cheminement intérieur, qui, par rapport à l'histoire, et donc après, effectivement, ça va beaucoup plus l'impacter que si elle lit déjà quelque chose qui sera un constat ou un rapport avec des conclusions et puis les vérités déjà toutes arrivées déjà oui, à la conclusion des... Oui, tu mets le doigt dessus, c'est aussi sur l'idée du pré-mâché. J'ai presque envie de dire que quelqu'un qui travaille un livre dit, voilà, je fais un livre sur le haut potentiel, je ne voudrais pas être cette personne-là déjà, parce que franchement, il y a tellement de choses à dire que le livre n'est jamais terminé. Et puis, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met des témoignages? Est-ce qu'on met des côtés pratiques? Est-ce qu'on met son côté de psychologue en avant ou de psychiatre? Est-ce qu'on parle en termes médicaux? Est-ce qu'on s'adresse à des personnes déjà conquises par le sujet? C'est très complexe d'écrire un livre sur le haut potentiel. Si on se dit, voilà, c'est mon sujet, ah, ben on n'a jamais fini, quoi. Je crois qu'on peut... On parlait tout à l'heure hors antenne de séries et justement, on peut en faire une série, quoi. Je veux dire, ça devient... alors, pas au niveau fiction, mais je veux dire, ça n'en finit jamais. Je pense que les psychologues, les psychiatres qui écrivent sur le haut potentiel, ils ne s'arrêtent jamais d'écrire des livres. Je veux dire, ils continuent parce que d'abord, leur expérience fait qu'ils continuent à apprendre des choses eux aussi, mais aussi tout simplement parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas parlé de cet aspect-là ou de cet aspect-là et qu'ils aimeraient bien faire un livre sur ce sujet-là. Par contre, ce qui est intéressant dans l'idée d'amener, c'est que là, ça doit déjà être du pré-mâché. Quand on écrit quelque chose voilà, qui doit être cartésien, on prémâche, comme tu le disais très bien, on dit avec des mots, mais on prémâche déjà le tout. On dit, voilà ce cas-là, on va expliquer ce cas-là. Et on prémâche tout dans les détails, ce cas-là. Et donc, en fait, le lecteur
ne fait plus ce travail dans sa tête. Tandis qu'avec une fiction, d'abord, on est très partial, on choisit un héros. On ne choisit pas tous les cas possibles et imaginables. On choisit un héros, donc on est déjà terriblement partial. Ce héros-là, il est peut-être HP, mais il n'est pas que HP. HP, c'est une partie de sa personnalité, c'est une partie intrinsèque de qui il est, mais il n'est pas que ça. Il est aussi fou de vélo ou terriblement généreux ou pas. C'est ce que je dis toujours, le haut potentiel, on a l'impression qu'on met ça dans une case. Voilà, on est au potentiel et ça explique tout. Non, ça n'explique pas tout. On a quand même une personnalité à côté du haut potentiel. Enfin, il y a autant de haut potentiel qu'il y a de personnes à haut potentiel. Donc, déjà, on fait un choix partial dans la fiction. On dit, ben, moi, je vais prendre un petit bonhomme ou une petite nana et je vais me concentrer là-dessus. Et elle va avoir, cette petite nana, si on prend la petite nana, une personnalité, un physique particulier, un mental particulier, une vie particulière, des parents, des proches, des amis, ou pas d'amis justement, mais on est totalement partial dans son choix. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va devoir faire à travers la fiction? Et c'est là où j'aime le recul que propose la fiction pour s'approprier le livre, c'est qu'on va devoir toucher à l'universel pour que la personne en face puisse dire oh, là je me retrouve là-dedans, ou oh ça me parle. On va devoir toucher à des choses universelles qui sont l'amour, l'amitié, le rejet, la tristesse, l'abandon, ce que tout le monde connaît un jour ou l'autre dans sa vie, qui peut être exacerbé quand on est au potentiel, mais que pour finir tout le monde retrouve à un moment ou à un autre. Et donc ce choix partial en fait que l'on fait quand on écrit une fiction à travers un personnage va tout à fait permettre à la personne de s'inventer une histoire elle-même autour de tout ça. Elle va devoir faire un travail. Le lecteur doit devoir faire un travail. Je dis souvent, moi, que je n'aime pas lire. Les gens disent souvent, je lis toujours pour m'endormir. Je trouve ça affreux. Lire une fiction pour s'endormir. On est au milieu du chapitre et tout à coup, pouf, on pique du nez. Mais c'est affreux. Mais c'est aussi la preuve que ça demande une attention. Lire un roman demande une attention particulière parce qu'il y a un travail d'imaginaire à faire. Alors, je ne dis pas que lire un livre sur le haut potentiel hyper-rationnel ne demande pas d'attention, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, on sort quand même avec la fiction de l'idée unique d'être distrayante. Quand on touche à des sujets importants, effectivement, ça demande une attention de la personne qui lit. Elle va devoir faire un effort d'imaginaire, elle va devoir se projeter dans le personnage, et là, effectivement, elle va devoir fournir un travail particulier parce qu'on ne va pas lui dire les mots, elle va devoir ressentir. Et là, effectivement, on passe à quelque chose qui pour moi, est très grand et qui a un pouvoir qui n'est pas égalable dans d'autres formes d'écriture. Et c'est ça toute la force de fiction, c'est de pouvoir faire rentrer l'universel en parlant d'un sujet, enfin en abordant un sujet qui ne concerne qu'une minorité. Et c'est ça où on peut, oui, où on peut faire comprendre, comme tu disais, l'exemple de la classe qui comprenait mieux les personnes différentes qui côtoyaient. Ça, c'est vraiment la grande force de la fiction, arriver à faire rentrer l'universel dans un sujet qui peut paraître, surtout pour les personnes, oui, mais ça ne concerne pas beaucoup de monde, parce que des fois on entend ça de la part de journalistes ou même d'autres choses. Oui, mais bon, ça concerne 2,5% des personnes. Oui, puis il y a une symbolique aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai des personnes qui ne sont pas au potentiel, qui ont lu Zebraska, qui par exemple vont me dire après, ah mais ça m'a aidé à comprendre mon frère, ou ça m'a aidé à comprendre. Mais il y en a d'autres qui se disent, moi je ne pense pas que je connaisse le haut potentiel dans mon entourage, je ne le suis pas moi-même, je n'ai pas l'impression d'être très différent, d'être atypique ou de développer une hypersensibilité, mais le personnage touche quand même à mon universel. Parce que c'est une personne humaine qui vit une vie et qui, à un moment donné, se prend des claques comme on se prend tous des claques. Je dis toujours, on a tous un peu de haut potentiel en nous, en ce sens qu'on a tous un peu d'atypisme en nous. Une personne n'est pas une autre. Donc, quand on décrit une personne à haut potentiel qui est en fait tellement excessive que c'est un personnage de héros rêvé, parce que dans un héros, on cherche l'excès. C'est toujours des personnes flamboyantes, c'est toujours des personnes excessives dans un sens ou dans l'autre. On va imaginer le commissaire quitté par sa femme parce qu'il est tout le temps occupé par son boulot, il a sa clope au bec, il boit toujours son verre. On a un peu nos images tous de qui est le commissaire de police, de qui est le... Voilà, on a
nos images qui touchent à l'universel de ce qui est présenté. Mais chaque personnage, ce personnage n'est pas que policier. À côté, il a sa vie, et c'est ce qui intéresse les gens aussi. Et dans sa vie à côté, même si nous, on n'est pas policier, on va pouvoir se reconnaître dans le fait d'être pris par son travail, le fait de devoir choisir entre son travail et sa famille, le fait d'en avoir marre, de vouloir décrocher, de se sentir trahi. Eh bien, tout ça, ça touche à l'universalité. Mais on le fait à travers un personnage très particulier. Et ça, c'est quelque chose, toucher à l'universel, c'est très important. Et on peut ne pas être potentiel, ne connaître personne de haut potentiel, et lire, par exemple, Zebraska ou un autre livre qui parlerait du haut potentiel, une fiction en tout cas, et pouvoir se reconnaître dans les personnages. Et c'est là où je crois qu'on atteint aussi quelque chose, c'est qu'on se dit, en fait, ce personnage qui n'est pas toi te ressemble quand même. Et là, ça donne envie de se rapprocher. Et c'est ça, c'est que la fiction, comme tu l'as décrit, au lieu de cibler sur les particularités, elle porte l'attention un peu sur les dénominateurs communs, que chacun s'y retrouve, et pour faire mieux finalement accepter les particularités. Enfin, je ressens vraiment comme ça dans ce que tu dis. Oui, mais c'est tout à fait ça. Tu mets très bien les mots sur ce que je viens de dire avec beaucoup plus de mots. C'est qu'au lieu d'aller, au lieu de vouloir toucher à tout l'universel, d'un coup, tu essayes de le montrer à travers un personnage qui fait que la personne qui lit va se retrouver directement. Et tu ne vas pas aller mettre le doigt sur les différences. Ce qu'on va peut-être faire dans un écrit rationnel, on va dire voilà le HP, on va le décrire là. Alors, en quoi est-ce qu'il n'est pas comme les autres? Et on va commencer à le décrire. C'est ça, et toi tu fais l'inverse, parce qu'en quoi il est Et comme les dans la autres? fiction, on fait l'inverse. En quoi est-ce que le jeune homme que je décris est tout à fait un jeune homme comme les autres? Et d'ailleurs, a terriblement envie de l'être, a tellement envie d'être intégré et d'être apprécié pour qui il est. Parce que pour finir, on est tous différents. Pourquoi cette différence-là doit être montrée du doigt? Pourquoi est-ce qu'elle doit être particularisée? On est tous différents. Il y en a qui vont aimer des choses et d'autres choses, s'habiller d'une manière déjà différente, avoir des modes de pensée totalement différents. Et c'est très intéressant. On a lancé le débat aussi avec, je ne sais pas en France, mais en Belgique, il y a beaucoup comment dire, de dispositions qui sont faites dans les écoles par rapport aux enfants qui sont 10, donc dyscalculiques, dyslexiques, et maintenant les hauts potentiels commencent à rentrer tout doucement là-dedans. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, tiens, il pourrait éventuellement y avoir une différence là qui fait que notre système scolaire n'est pas adapté pour ces personnes-là non plus. Alors que dans un premier temps, elles étaient plutôt vues comme, quand elles avaient des difficultés scolaires, comme elles pourraient y arriver, mais elles ne font pas d'efforts, et donc nous, on ne va pas faire d'efforts non plus. Voilà, maintenant, ça commence à être pris comme quelque chose qui pourrait être difficile, en fait, une difficulté au niveau scolaire. Et donc, ça, c'est très important aussi parce que tout ce côté 10 est mis très en avant aussi, mais pas toujours dans son côté négatif. Et alors, du coup, il y a une acceptation aussi par rapport aux autres parce qu'on sait que, tiens, toi, tu es 10, tu peux commencer ton examen plus tôt, mais c'est accepté. En fait, j'ai toujours que la différence, et ça, c'est quelque chose qui peut être dit dans les fictions aussi, si elle n'est pas acceptée, c'est comme si on disait à un myope, tu ne peux pas mettre tes lunettes. Et du coup, tu dois faire tout ce que tu fais toute la journée, mais sans tes lunettes. Ici, l'idée, c'est de pouvoir dire, on a des aménagements qui font qu'à un moment donné, mais c'est comme le myope à qui on dit on peut mettre ses lunettes. Toi, tu as une autre différence. Eh bien, on l'accepte et on te donne des outils pour que tu puisses la vivre correctement. Et ça, c'est pour moi, c'est un petit peu le monde de demain. Et la fiction permet ça aussi. Elle permet de dire, voilà, on est tous différents en fait. Et du coup, la personne qui lit, elle va lire une différence, mais c'est plus ça qu'elle va voir. C'est plus ces éléments qui différencient qu'il va voir, c'est ces éléments qui réunissent. C'est tu es aussi un être humain, tu es aussi en souffrance, tu as aussi des problèmes de cœur. Oh tiens, tu as de l'humour. Parce que ça aussi, souvent, c'est l'idée du haut potentiel, c'est le gars hyper sérieux, le lunetteux du fond de la classe ou du premier rang, selon, mais qui ne sait pas se marrer, quoi. Donc, on ne t'invite pas aux fêtes. Non, on a tous coup. Oh, mais dis donc, c'est drôle. En fait, tu es drôle, quoi. En fait, tu sais rire aussi. En fait, tu sais t'amuser. Ben oui. Et du coup, la fiction va pouvoir aussi montrer ça. Parce qu'on va montrer un personnage qui est drôle, qui a de l'humour, qui vit comme tout le monde, qui mange, qui boit. Et quelque part, ça en va presque jusque-là. Parfois, dans la différence, on a l'impression que l'autre est tellement un ovni
qu'on ne le voit plus que par ses différences et que par ses points négatifs aussi, parce que c'est comme ça que la différence est perçue, comme quelque chose qui n'est pas admissible, qui ne rentre pas dans la norme. Et ça, c'est très intéressant de le soulever, c'est de dire, voilà, touchons à l'universel, à l'universalité des gens, plutôt que de toucher, de mettre en avant leurs différences, qui peut encore aujourd'hui, malheureusement, mettre très mal à l'aise. Oui, tu soulevais sur le point de l'humour, ça, je pense que la série, en tout cas avec Audrey Fleurot, doit bien marcher à ce niveau-là, parce que, enfin, les retours que je vois souvent des gens, enfin, les retours grand public, hein, je veux dire, pas spécialement dans le HP, c'est qu'ils trouvent drôle et ils trouvent le personnage drôle. Donc, si par rapport à ce cliché-là du HP qui n'était pas du tout drôle, qui était ennuyeux, là, ça doit faire un bon effet positif. Non, c'est vrai que la série, moi j'avoue, je pense que comme toutes les personnes un peu concernées par le sujet, quand j'ai vu le titre HPI en grand, et puis que j'ai vu l'actrice vraiment qui est une caricature complète, donc que l'on veut montrer ici plutôt vulgaire dans sa façon de s'habiller, de parler, etc. Et je me suis dit, oulala, j'avais vu les premiers lancements, alors déjà le titre, quoi. Je me dis, oh non. et puis la personne très caricaturale. Ah bon, j'avais pas de jugement parce que j'avais pas vu, mais mon petit cœur était déjà occupé à se soulever, de me dire non, ça va être un massacre. Et puis de voir aussi le lancement où on la voit voilà, mettre les feuilles femme à journée parce qu'incomprise et rejetée de partout et impossible de l'intégrer dans quoi que ce soit comme travail tellement elle est à l'ouest. Et puis, enfin, c'est comme ça que c'était montré. Et puis, elle laisse tomber ce paquet de feuilles et tout à coup, elle résout l'énigme. Je me suis dit, ah non, non, on est parti dans les clichés, ça va être affreux. Et donc, j'ai eu très peur. Mais je n'ai mis aucun jugement parce qu'avec le temps, on finit par apprendre. Et je me suis dit, bah, écoute, regarde, peut-être regarde un épisode et puis ne monte pas sur tes grands chevaux tout de suite. Et j'étais terriblement surprise. Alors, les clichés sont là, le mythe est là, mais déjà rien que de pouvoir, à travers la fiction de nouveau, rendre ce personnage mais tellement sympathique. Mais j'ai dit, mais on a tout gagné pour les HP avec cette série. Hein. Vraiment. Hein. Parce que, est-ce que demain, quelqu'un qui avait son idée préconçue sur le haut potentiel et qui a regardé cette série a peut-être été, se dit peut-être encore aujourd'hui, ah oui, le haut potentiel, c'est la personne hyper douée qui sait résoudre toutes les énigmes et qui est hyper intelligent et qui ceci. Ok, ce cliché-là, il est bien assis, mais il faut quand même dire que ça fait un petit peu partie du HP aussi. Mais à côté de ça, mais mon Dieu, que cette nana est drôle et qu'on a envie d'être sa copine, quoi. Et donc ça, pour moi, c'est un énorme pas en avant. Et ça, c'est la fiction. C'est impossible d'amener ça en dehors de la fiction. On ne pourrait pas avoir fait un documentaire où on montrait, même où on va chez les hauts potentiels dans leur maison et qu'on voit comment ils vivent et qu'on voit que c'est un peu comme nous. Pourquoi? Parce qu'on, de nouveau, on parlerait là à la raison des gens. On leur dirait avec des mots, regarde comme ce petit garçon, il te ressemble. Ici, c'est pas du tout ça. On ne dit jamais à un moment donné, ben là, la nana consultante policière, regarde comme elle est pareille à toi. Simplement, à un moment donné, oui, elle a aussi eu 2 maris, elle est séparée, elle a des gamins, elle fait ses courses comme tout le monde, elle a du mal à payer ses factures à la fin du mois, elle touche à l'universel de chacun d'entre nous. Et comme elle est complètement à l'ouest, mais drôle, elle n'est pas complètement à l'ouest dans un côté complètement renfermé et qui ne veut voir personne et qui, elle a eu, elle a des maris, elle a du sex-appeal, elle a du répondant, et donc elle sort quand même un peu de ce cliché ennuyeux et caricatural du haut potentiel et elle gagne tous nos capitales sympathiques. Nous, on a envie de la rencontrer demain, cette HP-là. Et donc, ça, pour moi, c'est de nouveau le pouvoir de la fiction. Et quelque part, même s'il y a des clichés à côté, on s'en fout. Parce qu'on a tout gagné. Si déjà demain, on peut faire percevoir la différence, et ici en l'occurrence, le haut potentiel, comme quelque chose de sympathique et de pas dangereux, c'est-à-dire qui écarte le sentiment de peur, alors on a tout gagné aussi. On n'a pas peur de rencontrer cette nana demain dans la rue. Elle nous fait plutôt rigoler et on a plutôt envie d'être auprès d'elle et de découvrir ce qu'elle va pouvoir nous montrer. Tandis que quand je découvre les ados dans mes classes et qui me disent mais madame, avant de lire votre livre, moi j'avais peur des hauts potentiels ou peur, moi ça me glace les sangs hein, quand j'entends ça. Mais c'est réel. Il y a une peur de la différence qui est réelle. Et ici, cette peur, elle est complètement à travers
à travers ce personnage, elle est complètement annihilée. Et donc, on enlève de nouveau toute cette distance qu'il peut avoir entre une personne qu'on imagine à haut potentiel et nous-mêmes. Et du coup, on a tout gagné. Et ça, je trouve formidable avec cette série. Et donc, alors au début, je vous dis vraiment, alors, bien sûr, le mot HPI en grand, c'est clair qu'il y a un caractère commercial derrière. Hein, on va pas... Mais ceci dit, ça permet aussi, et on ne doit pas jeter tout dans le marketing et le commercial, ça permet aussi d'être diffusé chez vous en France sur TF1, chez nous en Belgique sur la RTBF, donc la chaîne nationale, et ça permet aussi de toucher une grande audience et d'avoir une grande écoute. On n'aurait pas tout ce tintouin de marketing et de martelage derrière, et on n'aurait pas non plus cette grande écoute. Donc c'est un peu le prix à payer, j'ai envie de dire. Et on aurait appelé cette série avec un autre titre, peut-être un peu moins coup de poing ou moins marketing que HPI, on n'aurait pas eu tous ces gens qui n'ont rien à voir avec le haut potentiel et qui tout à coup s'y trouvent confrontés dans une série et vont se dire tiens, tout à coup c'est sympathique, tiens, on ne m'avait pas dit que j'avais un gars HPI dans ma classe, tiens, ben maintenant j'ai envie de le regarder autrement. Ben non, parce que cette personne n'aurait pas été touchée, puisqu'elle n'aurait pas eu cette grande audience possible, elle n'aurait pas eu la possibilité d'être touchée par ça. Donc c'est un peu le côté parfois, moi au niveau de l'édition et des romans, ce côté marketing m'ennuie parce qu'il oblige à mettre dans des cases. Et que moi souvent on me dit aussi, ah oui mais ton livre on le met quoi? On le met en roman, on le met en développement personnel, on le met en HPI, on le met en parentalité, on le met... Et moi j'ai envie de dire, vous n'avez pas envie dans votre librairie de mélanger un peu ou de mettre des choses hors case ou bien des éditeurs qui vont dire ah mais ça rentre pas dans la collection parce que là j'ai la collection machin puis j'ai et en fait, je dis pourquoi vous ne créerez pas un hors collection, ça pourrait pas être intéressant, surtout pour des livres qui traitent de ce sujet-là, ce serait tout à fait à propos. Mais d'un autre côté, je comprends aussi que pour toucher une grande majorité, on est obligé de se conformer à quelque chose qui va justement toucher cette grande majorité. Et donc, le marketing est là. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu à double tranchant, mais ceci dit, pour HPI, je trouve que c'est plutôt réussi. Et moi, au nom des HP, je voue une grande reconnaissance à cette série parce que je me dis, si elle n'a ne fût-ce que touché des gens en leur montrant que le haut potentiel n'est pas quelque chose d'ennuyeux, n'est pas quelque chose dont on doit avoir peur et n'est pas une tare, alors déjà, on a fait un premier pas. Bon, après, il y a encore du chemin à faire. Mais là, déjà, on a fait un premier pas. Oui, globalement, oui, l'impact, même si on peut voir quelques petits trucs qui ne vont pas ou quelques clichés qui vont être... Globalement, l'impact, il est vraiment positif et il permet de faire avancer. Alors après, on peut toujours regretter quelques petits trucs qui véhiculent quelque chose qui est pas, qui va entretenir un cliché ou qui n'est pas tout à fait juste, mais faut voir la démarche globale et l'effet global. Et puis Oui, après, ça pourra se réajuster. Une fois qu'on a cette dynamique et ce truc-là qui est ouvert, ça va permettre de reparler, enfin de retraiter le sujet et puis d'ajuster ce qui doit l'être. oui, puis moi, ce que j'ai appris aussi, que je ne savais pas, je ne sais pas si tu le savais, Alban, mais c'est que l'auteur a un papa HPI. Et que du coup, en fait, l'idée était de montrer que ça pouvait être, parce qu'elle avait été confrontée à ça aussi, avec les difficultés que ça pouvait être, et le besoin à un moment donné de pouvoir voir les bons côtés et l'apprécier et en rire et montrer que ces gens-là pouvaient être tout à fait intégrés dans la vie de tous les jours et avoir des amis HP ou non d'ailleurs, et que c'était très intéressant de le faire comme ça. Donc je pense que, et ça c'est ce que je dis souvent à mes élèves quand je vais dans les écoles, parfois que je donne des cours d'écriture, c'est, je dis souvent, c'est l'intention qui compte. Et si votre intention, quand vous écrivez une fiction, est bonne, le lecteur va le ressentir. Et je crois vraiment à ça. C'est-à-dire que si on écrit... J'avais une personne un jour qui me dit, mais moi, je suis incapable d'écrire sur moi. Je dis, mais justement, dans une fiction, tu n'écris pas sur toi, mais tu utilises tes propres émotions pour les mettre au service d'une universalité, pour les mettre au service de ceux qui vont te lire. Donc, c'est ça la fiction, c'est ne pas te raconter, mais c'est raconter. C'est passer un peu plus loin. Mais pour ça, tu dois quand même
tu ne peux pas sortir les choses du plafond. Elles doivent venir d'une émotion que tu as vécue. Après, tu peux la travestir. Et c'est ça qui est intéressant. Elle me disait, oui, mais j'ai toujours alors l'impression que je parle de moi. Et je dis, est-ce que ton intention est de parler de toi? Non. Donc, si ton intention, ce n'est pas de parler de toi, mais que ton intention, c'est d'utiliser ce que tu vis, ce que tu as vécu, tes expériences, pour en faire bénéficier les autres, ceux qui vont te lire vont le ressentir. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, parler de sa vie, voilà, de grand homme d'affaires, et qui va dire, et voilà, et je suis un grand homme d'affaires, et tous les jours je fais ça, et qui se glorifie tout au long de son récit. Ça va tomber des mains de celui qui lit, parce qu'il ne va pas s'y retrouver. Cette personne qui écrit n'a pas touché son universel. Si son intention à ce grand homme d'affaires, c'est d'écrire un livre parce qu'il a envie de toucher des gens à travers son histoire, qu'il est par exemple une personne qui a commencé de rien et qui a fini par avoir un succès connu et qui est passé par des étapes difficiles, et que cette intention est là, il va raconter sa vie autrement. Et là, je t'assure que celui qui lit va lire à travers les lignes, et là on en revient à ton idée d'inconscient, il va lire à travers les lignes l'intention de l'auteur. Il va lire à travers les lignes que l'auteur n'a pas envie de parler de lui, de sa réussite, mais qu'il a envie de parler de son expérience pour qu'elle puisse bénéficier à celui qui la lit. Et là, on a atteint quelque chose. Et ici, je pense que c'est peut-être ce qui sauve aussi la série, c'est que je pense que l'intention de la personne n'est pas de se dire, tiens, c'est un sujet à la mode, on va se faire un blé d'enfer. La personne s'est dit, tiens, moi j'ai un papa qui est comme ça. J'ai aussi envie de montrer ce que c'est. Après, voilà, qu'elle a envie de se faire un blé d'enfer avec ça, c'est encore une autre histoire. Et quelque part, c'est très bien si ça fait de mal à personne. Mais je pense que l'intention se ressent dans une fiction à travers celui qui a voulu mettre l'écrit à disposition de l'autre. Et là, on retouche à ton idée d'intention. Ça, l'intention, oui, quand il y a une intention claire, je pense, c'est effectivement tourner vers ça. Oui, ça va forcément transpirer pour la personne qui le lit. Je pense que dans HPI, l'intention est quand même claire d'un petit peu redorer le blason du HPI. C'est-à-dire de sortir vraiment de cette idée que le HPI, il est dans son bureau toute la journée à étudier des choses, qu'il y a que sa cervelle qui tourne à du 150 à l'heure tout le temps, que pour lui-même et que dans un côté très noir et très ennuyeux. Et ici, du coup, elle a sans doute donné un éclat très particulier à son héroïne. D'abord peut-être en mettant une femme et pas un homme, parce que dans ce côté rationnel, on va peut-être déjà encore avec le vieux cliché associer plus un monsieur. Ah oui, puis on voit que les HPI femmes ont toujours plus de mal à l'assumer, enfin le dire que les autres. Donc c'est déjà très bien l'héroïne soit, enfin que ce soit une femme, la protagoniste principale de. Et puis elle a une exubérance qui est voilà, qui ne ressemble pas à l'exubérance qu'on peut imaginer chez un HPI qui pourra avoir une arrogance incroyable, voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle a son caractère, mais elle est loin d'être arrogante. Donc, je veux dire que là aussi, il y a, je pense, dans l'intention de l'auteur, cette idée oui, vraiment, c'est ça, de redorer le blason, de remettre à sa juste place l'idée du HPI. Et même, comme tu disais, si on peut s'énerver quand on est dans ce milieu-là, sur quelques inexactitudes ou des clichés qui sont encore un petit peu bien enfoncés, eh bien, déjà ça, c'est formidable parce que cette intention, elle se lit. Quand on regarde la série, alors moi, j'ai vu un épisode et demi, je n'ai pas regardé toute la série, mais je le ferai. Je veux dire, quand on regarde la série, je trouve que cette intention transpire. Il y a de la bienveillance à travers le personnage. Et de la bienveillance, mais pas forcément non plus... c'est pas bisounours, donc il n'est pas non plus décrit comme un personnage, c'est pas la nana hyper sympathique dans le sens où elle est extraordinaire et qu'elle a zéro défaut. Et c'est ça qui est juste aussi dans l'intention. C'est-à-dire que les clichés sont cassés d'un côté, ils sont maintenus parfois, mais ils sont cassés quand même d'un côté. Et d'un autre côté, et c'est ce qui la rend humaine, elle a plein de défauts cette nana-là, hein, et ça la rend humaine aussi, parce que sinon, de nouveau, on aurait un héros intouchable. Et le HP serait de nouveau dans une case de intouchable, pas comme nous, ne touchant pas à ce que nous, on vit au quotidien. Et là, l'intention de l'auteur, pour moi, est de nouveau essentielle et on la ressent très fort.
ce que tu disais tout à l'heure sur le côté hors cadre, ça me faisait penser à une anecdote, parce que bon, j'ai toujours un peu ce côté-là dans les livres que j'ai écrits, les gens ne savaient pas le classer et tout, mais ça a été de manière encore beaucoup plus marquée il y a 1 an et demi, quand une grande maison d'édition qui j'avais envoyé mon manuscrit, qui m'a dit, ah oui, alors là, ça nous intéresse, mais je vais vous mettre en communication avec la personne qui s'occupe de la collection, d'une certaine collection. Et la personne, elle lit, elle dit, ah oui, oui, c'est bien, mais mais c'est pas ma collection, je vais vous transmettre la personne de qui c'est la collection. Et finalement, elle est revenue à la première. Ça a fait 3, 4 personnes qui s'est revenue à la première interlocutrice qui m'a dit, mais non, mais moi, je comprends pas pourquoi on me renvoie votre projet, parce que moi, j'avais dit que ça pouvait pas être pour ma collection. Donc, finalement, c'est tombé à l'eau, mais ça a fait même le tour pour revenir à la personne. Donc là, on touchait vraiment le côté un peu absurde, rigolo du truc, quoi. J'ai vécu un peu la même chose avant de sortir chez J'ai lu. Voilà, Zebraska avait aussi fait un petit tour au livre de poche où il y avait eu la même chose. Donc la personne responsable du roman au livre de poche avait lu le roman et il dit le roman me plaît beaucoup, mais c'est difficile de mettre pour moi dans la case roman parce que le thème est tellement fort qu'il y a derrière. Alors moi, ça m'énervait déjà parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut très bien lire un livre qui se passe pendant la guerre sans le mettre dans une collection guerre. Je veux dire, c'est un contexte, c'est tout. Et je veux dire, non, là, il fallait trouver la collection guerre pour aller mettre pour aller mettre le livre. Donc, il dit, j'ai du mal est-ce que c'est un roman? J'ai dit, oui, c'est un roman, évidemment. Un roman qui se passe dans un contexte particulier, avec des héros qui touchent à une thématique particulière. Mais ça s'arrête là. Le reste, c'est un roman avec un héros, une trame narrative, comme tous les romans, un début, une fin, un combat du héros et tout ça, quoi. Et donc, mon Zebraska, comme ça fait le tour aussi des trucs, et les gens ils disaient, bon, ils étaient plutôt dans la collection plus développement personnel, et là ils disaient, mais non, c'est pas du développement personnel, c'est un roman. Donc, ça retournait à la case départ, et donc en fait, tout le monde se disait que c'était très chouette, que tout le monde aimait bien, mais que pour finir, ça ne rentrait dans aucune case. Et donc, c'était dommage, mais que, bon voilà, au moins, j'ai lu, il y a eu une ouverture d'esprit plus large, je vais dire, et donc c'est tout à fait tombé dans ce biais-là. Cette question, pareil, ne s'est pas posée et ça a pu éclore. Et tant mieux, et Dieu merci. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre. Alors, quand on touche en plus à un sujet qui parle de la différence, c'est encore plus frustrant parce qu'on nous l'évince aussi. Voilà. Alors, j'ai une autre anecdote aussi comme ça qui a à voir avec la fiction, mais aussi avec le monde de l'écriture, qui est très fort touché aussi par ce côté marketing commercial, etc., où c'est la première chose qu'on va voir, alors que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, c'est important que si HPI ne sortait pas sur TF1, ben, clairement, on n'aurait pas cette couverture-là, et ce serait dommage. Mais parfois, on coupe l'air sous le pied pour certaines choses aussi. Et voilà, j'ai un autre roman, c'est une anecdote pour un autre roman, qui aussi dans une grande maison d'édition française, monte les échelons, arrive chez l'éditeur final, hein, puisqu'on sait que dans les maisons d'édition, il y a des grandes maisons d'édition, plusieurs éditeurs au départ, et puis voilà. Et puis, tout le monde s'accorde à dire que c'est très chouette, qu'on aurait bien envie de le sortir, mais il y a une hésitation au niveau commercial. Est-ce que c'est le truc qui va faire un boom commercial? Et pour finir, vous savez, où mon manuscrit a atterri chez les commerciaux. Et on a donné aux commerciaux le jugement dernier, j'ai envie de dire. Et les commerciaux ont dit, à un moment donné, c'est bien écrit, on aime bien l'histoire, mais on a peur que ça ne fasse pas un boom commercial. Donc, on n'apprend pas. Et moi, ça m'a fait mais un coup où je me suis dit, si maintenant, dans les maisons d'édition, ce sont les commerciaux qui décident de la sortie d'un livre, là où va la fiction aussi, parce que du coup, l'éditeur à la base, il va être pris par une histoire. Il va dire, cette histoire, j'y crois, il y a peut-être des corrections à faire, et puis on fonce et on y va. Moi, mon éditrice belge, qui malheureusement maintenant s'est arrêtée d'éditer, mais avec laquelle j'ai édité énormément de livres, elle me disait toujours, si l'histoire me plaît, j'édite. Et après, je m'arrange. Je m'arrange pour que ça marche. Et ici, en fait, c'était tout à fait... Et donc, elle se disait, c'est l'histoire qui doit fonctionner. Si l'histoire fonctionne et que moi, j'y crois, on y va. Et là, ici, c'est tout à fait un retournement de situation parce qu'on met l'histoire de côté. On dit, ouais, l'histoire, ok. Mais maintenant, est-ce que ça va fonctionner?
est-ce que le truc va toucher le plus grand nombre? Et je trouve qu'on prend le problème à l'envers. Et du coup, après, on arrangera l'histoire pour que ça fonctionne. Mais alors, c'est plus de fiction qu'on parle là. Là, on n'est plus occupé à essayer de toucher un universel, on est occupé à essayer de transformer quelque chose pour que ça convienne à un système. Et là, je crois qu'on perd tout le pouvoir des histoires. Parce que c'est pas ça le but d'une histoire. Le but d'une histoire, c'est de transformer. C'est pas de dire à l'auteur, au lecteur ce qu'il a envie d'entendre. Et là, on a tout retourné pour moi. Le pouvoir de la fiction, c'est de dire mon livre va vous transformer. Mon livre va faire que quand vous l'avez refermé, vous allez vous dire ah, ou bien je m'y suis retrouvée, ou bien là, ça a atteint quelque chose, ça a cassé quelque chose, un mythe que j'avais. Et ici, ce qu'on propose, c'est de dire non, non, on veut offrir au lecteur ce qu'il a envie d'entendre. Mais alors, où est la fiction là-dedans? Où est le pouvoir de l'histoire là-dedans, si ce n'est pas pour transformer celui qui va lire? Et là, j'ai un réel problème, moi. Et en plus, les critères de ce système commercial, souvent, sont en fonction de ce qui s'est déjà fait ou de ce qui a déjà marché. Or, les gens peuvent se lasser et puis l'originalité peut amener autre chose. Enfin, j'ai toujours du mal avec ce côté enfin, non seulement ce que les lecteurs ont envie de lire ou d'entendre, comme tu disais, mais en plus, selon ce qui s'est passé, des succès ou des flops ou des tops, on va dire, des dernières années. Or, je ne vois pas en quoi ce qui s'est passé les dernières années peut à ce point-là déterminer tout ce qui peut se passer. Et, enfin, tout est évolutif. Il peut s'indiquer des tendances, mais enfin, il y a pas de. Enfin, je sais pas, c'est toujours bizarre de laisser si peu de place à quelque chose justement d'original qui pourrait bien plus marcher que de surfer sur une vague qui a déjà marché et où on va prendre ça pour une assurance, alors que j'ai toujours du mal à comprendre le système de penser le futur parce que le proche passé était comme ça. Non, c'est vrai, c'est cette idée en fait, c'est une prise de risque et je crois que ce qu'on a vécu depuis un an ne pousse pas à prendre des risques. En tout cas, que les grandes maisons d'édition vont essayer de s'asseoir sur des socles. Voilà, et du coup, de nouveau, on va se dire effectivement, qu'est-ce qui a fonctionné? On va regarder ce qui a fonctionné et on va continuer avec ça. J'ai une autre anecdote avec ça qui est très parlante aussi. Nouveau au niveau de Zebraska, on travaille sur un projet de BD à partir du roman. Donc, il y a plusieurs maisons d'édition de BD qui ont été intéressées et qui en parlent. Donc, on travaille beaucoup en amont. Et on s'est dit, tiens, on va essayer à un moment donné, dans une grande maison d'édition, à proposer de le travailler en young adulte. Donc, de le retravailler avec un synopsis vraiment axé pour les jeunes adultes, que je trouvais très chouette. Donc, en plus, moi, ayant fait beaucoup de classes où je côtoie des 17-18 ans, j'avais un écho très net par rapport à tout ça. Donc, je voyais très bien comment garder exactement l'histoire, mais l'amener avec un autre filtre. Et donc, on travaille, l'éditrice est super emballée, on retravaille un synopsis, elle est super emballée. Et puis, quand elle monte chez le grand patron pour dire, voilà, j'ai trouvé un truc, on va travailler sur un machin, bon, bah, là, elle doit aller lui vendre, hein, l'éditrice. Et après, elle me rappelle déconfite, elle me dit, tu sais pas quoi, ça va pas être possible, en tout cas pour tout de suite. Je dis, ah, et pourquoi? Elle dit, parce que le marché du jeune adulte est en perte. Et donc, nous ne faisons pas de jeune adulte, nous n'en faisons plus pour le moment. Donc, en fait, ils sont occupés à regarder chaque fois les chiffres, et comme tu dis, d'un futur proche, pour essayer de se dire, OK, comme ce futur proche ne fonctionne pas, eh bien, on ne va pas y aller dans le futur. Ou si ce futur proche fonctionne bien, eh bien, on va continuer avec ça dans le futur. Mais ce n'est pas garant de ce qui va se passer demain, ce qui s'est passé hier. Au contraire, je veux dire, c'est peut-être du changement qu'il faut amener. C'est peut-être aujourd'hui, dans cette période de Covid, les gens ont envie de respirer, ils en ont marre de lire la même chose. Et qu'est-ce qu'on fait? Par réflexe, pour ne pas prendre de risques, on s'accroche comme une moule au rocher des anciennes convictions ou de ce qui aurait pu fonctionner avant. Et c'est très dommage, mais ça fonctionne comme ça aujourd'hui et il faut un peu faire le roseau par rapport à ça. Et là, je trouve puisqu'on parlait de fiction, qu'on met un peu la fiction en danger. Parce qu'au lieu de proposer des nouvelles choses et des choses qui vont nous amener un peu plus loin, on nous demande d'écrire des choses qui ont déjà été écrites. Et du coup, mais à quoi sert la fiction alors? Elle perd complètement son pouvoir pour moi. Ça n'a plus de sens. Et pour celui qui lit non plus, si on a déjà lu 5 fois un truc, à un moment, on a envie de passer à autre chose. Donc là, je suis assez perturbée. Alors j'espère que cette période un peu de crainte va passer. Mais là, je pense que pour moi, je sens la fiction en danger et ça m'inquiète très fort. Parce que je pense qu'elle a effectivement
Elle a effectivement un pouvoir vraiment énorme. D'ailleurs, des gens dans Zebraska, j'imagine un monde de demain sans livres et sans histoire, et sans cours d'histoire. En fait, je ne sais pas en France, chez nous en Belgique, on commence tout doucement à parler d'éventuellement ne plus donner de cours d'histoire. D'ailleurs, déjà dans les premières classes, vers les 12-13 ans, histoire et géographie sont mélangées dans une espèce d'amalgame qui s'appelle l'étude du milieu, voilà, et qui brasse un peu quelque chose de très large, où il y a des notions d'histoire et de géographie. Mais pour après, on commence tout doucement à se dire, tiens, à quoi sert l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on ferait encore des cours d'histoire dans les écoles? Moi, j'ai mes cheveux qui, enfin, pour peu que ce soit possible, se dressent tout droit sur ma tête, parce que je pense quand même que ben, c'est sur le socle du passé qu'on construit quand même l'avenir. C'est en connaissant ce qui s'est passé avant qu'on peut apprendre de nos erreurs et avancer. Mais c'est dans l'air du temps. Ici, en Belgique, on a rebaptisé, ça a été à la mode ces derniers mois, on a rebaptisé des tunnels et des places. On a changé certains noms parce que ça appartenait à un passé colonial. Donc, par exemple, le tunnel Léopold II a été rebaptisé le tunnel Annie Cordy, qui est une chanteuse belge. Pourquoi? Parce que Léopold II, en tant que colon pas très, voilà, toujours humain, ne peut plus avoir... Mais pour moi, c'est l'histoire. Si on oublie Léopold II, même dans son côté noir, mauvais, et on n'apprend pas non plus. Donc, il y a quand même cette idée de transformer les choses comme ça, et je trouve que là, il y a un réel danger. Quand on enlève l'histoire, et donc les histoires, parce que ça en fait partie aussi, quand on parle d'une histoire, on utilise notre passé, nos émotions passées pour le faire. On va vers un monde qui ne serait plus fait que de choses tournées vers des choses hyper rationnelles, où ça devrait être rentable, où ça devrait être performant, où ça devrait être... Et du coup, l'histoire, ben, à quoi ça sert une histoire pour finir? Et c'est comme ça un petit peu, j'ai peur de ce glissement vraiment, et je l'imagine dans mon livre. Pour y rebondir, bien sûr, il faut rebondir là-dessus et créer autre chose. Et des gens me disent, mais non, c'est pas possible. Mais je leur dis parfois, mais on y est presque déjà. On y est presque déjà quand on entend ces choses-là. Moi, ça me fait peur quand je demande aux élèves dans les classes, je demande aux professeurs de français en rigolant de fermer les yeux pour ne pas voir qui lève le doigt ou non. Et je dis aux étudiants, qui lit? Qui lit encore ici? Qui lit des livres ou même lit des livres, pas forcément en papier, mais même sur virtuel. Et ils me disent, en général, j'ai 3-4 doigts sur une classe de 28 qui se lèvent. Les jeunes ne lisent plus. C'est une réalité. Les gens me disent, mais c'est pas vrai. J'ai dit, oui, moi je le vois dans des classes de collège qui sont des bons collèges, où on leur enseigne la lecture, etc., où il y a une forme de discipline par rapport à tout ça, etc. Les jeunes lisent de moins en moins. Ils vont regarder effectivement des séries, etc., d'autres formes de fiction, mais il y a de moins en moins de lecture. Pourquoi? Parce qu'il y a une image véhiculée d'une fiction ennuyeuse, d'une fiction pas drôle, une fiction qui prend du temps, et du coup, rendre la fiction vivante est aussi une mission que je trouve importante, parce qu'on peut trouver dans la fiction beaucoup de réponses à nos questionnements. Mais par contre, quand je leur lis, et quand vous lisez quoi? Dans les 3 qui ont levé le doigt, il y en a encore moins qui lisent des fictions. Souvent, alors, des lecteurs de BD et de manga, ça fonctionne encore. Mais sinon, c'est, ah, mais moi, je m'intéresse à l'économie, donc j'ai des livres sur l'économie. Ah, moi, déjà, à 16 ans, je lis des livres sur le développement personnel. OK. Donc, et il n'y a personne qui lit des histoires, ben, c'est très rare. C'est vraiment rare. Donc, imaginez un monde de demain sans histoire, ce n'est pas complètement fou. Enfin, si, c'est complètement fou, parce que c'est absolument abominable, mais ce n'est pas complètement fou dans l'idée du fait que ça pourrait arriver. Et pour moi, là, on perd aussi tout le pouvoir des fictions, et ça me fait très peur. Vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète. J'aime bien par rapport à ça ton image, on va de dire que faire le roseau. Il y a une image du roseau. Et, parce que je pense quand même qu'il y a, enfin, comme tu dis, c'est depuis la nuit des temps qu'il y a ça, donc je pense que même si c'est un peu mis à mal là, ça devrait pouvoir revenir. Oui, ben oui. Ça. Et après, tu parlais aussi du côté justement de l'avenir que tu évoques dans Zebraska. Est-ce que tu penses aussi que de placer un contexte, enfin une histoire dans l'avenir aussi, est-ce que ça permet de toucher plus ou de faire passer encore de manière plus forte certains messages? Oui, en fait, je pense que quand tu désires écrire une fiction, comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est de toucher un universel, donc tu dois prendre, surtout quand c'est une histoire ici
dans mon cas avec le haut potentiel qui me touchait de près dans Zebraska, tu dois faire une prise de recul. Il y a plusieurs moyens de prendre du recul. Alors moi, le fait de m'être mise dans la peau, dans la peau d'une grand-mère, ça m'avait déjà beaucoup aidé parce que j'avais imaginé une grand-mère qui racontait son histoire à son petit-fils et du coup, ça me permettait déjà ce recul par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, au lieu de la vivre vraiment, mais ça me permettait de la regarder de haut. C'est comme quand tu racontes une histoire en jeu ou en il, le fait de la raconter en il et de regarder ton personnage de haut et de dire il au lieu de je dans la peau du personnage, te permet un peu d'être, je dis toujours, ça te permet d'être Dieu, tu es au-dessus et tu es dans le crâne de tous tes personnages. Tu peux savoir ce que pense chacun d'entre eux quand tu écris comme ça. Ben, c'est une forme de recul aussi, quand on écrit quelque chose de très proche de soi, de se mettre dans la peau d'un autre personnage pour la raconter. C'est un filtre qui te permet de prendre du recul. Un autre filtre, c'est le filtre géographique, c'est-à-dire de situer, par exemple, ton histoire dans un autre pays, où tu dois mettre un environnement culturel tellement différent que ça te permet de voir les choses autrement. Et un troisième filtre, pour moi, c'est le filtre temporel. Moi, ce qui m'avait semblé intéressant, c'était de voir comment pouvait vivre une personnalité, donc le choix partial d'une personnalité au potentiel aujourd'hui, et puis de pouvoir imaginer comment ça pourrait être demain. Comment ça pourrait être demain dans un monde plus ouvert, dans un monde plus tolérant, dans un monde qui a compris certaines choses, qui est respectueux de la nature avec un grand N, de mère nature autant que de la nature humaine. Comment pourrait bouger la personne à haut potentiel là-dedans? Comment pourrait être perçue la différence là-dedans? Pour moi, elle pourrait être perçue comme quelque chose de magnifique, parce que pour moi, c'est dans les esprits divergents, dans le chaos des esprits divergents qu'on va construire demain. Si tout le monde pense la même chose, on ne va pas avancer. Donc, c'est très intéressant. Et donc, cette projection dans un roman de ce que pourrait être demain est assez intéressante, d'autant plus qu'elle peut prévoir pour demain aussi quelque chose qui n'est pas 100% formidable. Évidemment, si on veut un demain qui soit, qui tienne la route, on doit imaginer aussi un avenir qui a ses failles. Et donc, comme il y a des failles, on peut aussi réparer ces failles. Donc, notre héros a encore quelque chose à faire, sinon il s'ennuierait terriblement. Mais donc, prendre quelque chose et le mettre dans le futur nous permet de nouveau de prendre du recul par rapport au problème. Donc, j'ai dû me poser la question, mais tiens, comment on pourrait être demain? Alors, je n'ai pas été dans les détails très très loin parce que ça n'était que le décor, mon thème étant la personne à haut potentiel, là-dedans, mon héros à haut potentiel, et de me dire aussi quel pourrait être ce monde et comment pourrait être mon héros dans ce monde de demain. Alors Marty, justement, par rapport à Thomas qui vit en 2020, Marty, qui est le fils de Thomas, il vit beaucoup mieux son haut potentiel, parce que fatalement, la différence est appréciée. Dans les écoles, il y a une adaptation qui est faite par rapport aux personnes qui sont au potentiel, elles sont écoutées, on leur donne des outils pour se sentir intégrées, mais elles restent quand même avec un fonctionnement à haut potentiel. Simplement, c'est juste pas vu dans la peur, c'est juste pas vu dans « ouh là là, il n'est pas comme moi, donc je ne le regarde pas », et donc c'est très apprécié. Et donc ça permet aussi de montrer à celui qui lit que c'est possible, puisque j'envisage cette possibilité demain avec un monde différent d'aujourd'hui, et je montre que c'est tout à fait possible de vivre en harmonie avec une différence. C'est simplement, à un moment donné, une vue de l'esprit. On vit encore beaucoup avec nos clichés, et ce qu'on nous a enseigné et montré par rapport à la différence, qui est quelque chose qui fait encore aujourd'hui, même chez nos jeunes, peur. Et ça, vraiment, c'est ce mot, moi, je ne l'oublierai jamais quand ce jeune homme m'a dit, mais moi, j'ai peur de m'approcher d'une personne qui n'est pas comme moi. Parce que je ne sais pas comment elle va être avec moi et je ne sais pas comment m'y prendre. Et donc, imaginez effectivement un futur où cette peur a disparu, eh ben, ça permet de montrer que c'est possible. Et ça, dans la fiction, au niveau, c'est magique. Parce que ça, à part dans la fiction, on ne sait pas imaginer demain. C'est très compliqué. Ce qu'on dit déjà, imaginer demain, c'est déjà de la fiction. Il n'y a pas de réalité de demain. Donc là, la fiction a vraiment tout à jouer. On pourrait dire que la fiction, c'est le rôle, la force en tout cas de la fiction, c'est beaucoup d'abolir les distances. La distance ou les distances. C'est très joli ça. Vraiment, on pourrait se dire que la fiction, c'est rapprocher les gens. C'est rapprocher. Alors les gens, c'est l'auteur du lecteur.
déjà, toi aussi, tu dois le vivre, Alban, quand tu vas dans les salons, que les gens sont curieux de te rencontrer quand ils t'ont lu. Pourtant, tu mets beaucoup de toi, on met beaucoup de soi en tant qu'auteur dans nos livres, mais on ne se raconte pas forcément. En tout cas, on peut se raconter si on témoigne de quelque chose, mais si on écrit une fiction, on ne se raconte pas. Mais déjà, ils ont quand même l'impression qu'ils te cherchent derrière les lignes en tant qu'auteur. Et quelque part, quand ils arrivent au salon, en général, ils sont contents de rencontrer l'auteur. Ils ont envie de lui parler, de connaître sa personnalité. D'ailleurs, souvent, dans mes posts avant, je faisais des posts sur Facebook, par exemple, très impersonnels. Puis c'est quelqu'un qui m'a dit, mais non, on fait des posts beaucoup plus personnels. Parce que les gens, ils ont envie, c'est ce qu'ils ont envie de savoir qui tu es, toi, auteur. Ils ont envie de se rapprocher de toi à travers qui tu es, toi, être humain. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et cette personne a mis tout à fait le doigt dessus. Et quand j'ai commencé à faire des posts où je parlais plus, non pas de moi, mais de ma petite expérience, par exemple pendant le Covid, de ce que je vivais, et que je transposais ça dans une idée d'universel. J'ai plein de gens qui m'écrivaient tout à coup en disant « Oh, mais c'est dingue, moi je ressens exactement la même chose, mais vous l'avez tellement bien exprimé, merci beaucoup, ça me fait tellement de bien. » Je me dis, en fait, c'est tout à fait ça. Et donc, une fiction, c'est ça. C'est de rapprocher les gens, l'auteur du lecteur, mais aussi par rapport à tous les personnages qui sont aussi des gens. Tous les personnages du livre sont des gens. J'ai une très belle histoire, bon aussi à te raconter par rapport à ça. Moi, je milite beaucoup pour les jeunes pour le moment parce qu'il y a des conséquences mentales au niveau du Covid qui sont vraiment énormes. Et sur les jeunes, ils commencent à vraiment faire poids. Et moi, je les vis au quotidien en visitant mes jeunes, etc. C'est-à-dire qu'on a une recrudescence énorme d'anorexie, de dépression, voilà, au niveau de la population en général, mais surtout au niveau des jeunes qui ont été voilà, empêchés pendant fort longtemps de se côtoyer et de vivre dans une forme de fête et de joie qui appartient quand même à la jeunesse, il faut bien le dire. Ça fait partie de la construction de chacun, de rencontrer l'autre. Et donc, il y a beaucoup de formes de problèmes mentaux qui commencent à venir. Et donc, j'ai pris beaucoup le parti des jeunes. Et beaucoup de jeunes m'ont demandé aussi de prêter un petit peu ma voix et mes mots à leur désarroi et à leur désespoir. Et donc, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux. Et donc, j'ai voulu aussi assister à une manifestation où les jeunes avaient manifesté en plein air et qui avaient été fortement... où les policiers étaient intervenus de façon très agressive et très forte. Et moi, je n'allais pas manifester, mais je voulais aller en tant qu'observateur. Et en fait, j'ai un ami qui fait un post en utilisant mon nom. Et j'ai une personne qui m'envoie un message après en me disant mais c'est dingue, vous étiez à cette manifestation et vous dites que les policiers n'ont pas fait leur travail et je ne suis pas d'accord avec vous. Et moi, je vous lisais, j'étais une fervente lectrice et du coup, je ne vous lirai plus. Enfin, un truc vraiment pas possible. Et je lui réponds très gentil. Et d'ailleurs, vous n'en avez rien à faire, je suppose. Vous, tout ce qui vous importe, c'est d'être connu à travers vos livres. Enfin, un truc, vraiment, j'étais sciée parce que d'abord, c'est pas du tout moi. Mais je n'avais jamais cassé du sucre sur les dos des policiers, vraiment jamais. J'étais là en observateur. Et quand je fais des posts, en général, c'est hyper bienveillant. Et justement, par la fiction, j'essaie de rapprocher et pas de diviser les gens. Et puis, donc, je suis très étonnée. Donc, je réponds en message. Elle m'avait fait ce message en message personnel, heureusement. Je réponds en message personnel à cette dame. Je dis, écoutez, je ne vous comprends pas du tout. Je n'ai jamais rien posté de pas gentil sur les policiers, que du contraire, moi, ce sont des forces de l'ordre, c'est les gardiens de la paix. Ceci dit, j'en ai vu certains qui ne faisaient pas bien leur boulot, mais il y en a aussi certains de l'autre côté qui ont exagéré. Donc, franchement, moi, mon but, c'est de remettre les pendules à l'heure et que justement, les gens se rassemblent et passent, je ne sais pas. Et j'ai toute une discussion où je lui parle de tout ça et je lui parle aussi des jeunes et je lui parle aussi de choses que j'ai vues. Et elle me dit aussi, c'est vrai, dans nos rangs, chez les policiers, il y a aussi des gens qui s'engagent et qui ne sont pas gentils, qui n'ont pas l'âme d'un policier comme moi je l'ai, comme mes collègues l'ont, et qui sont très agressifs. Et on commence à avoir un dialogue. Et puis je lui dis, mais elle me dit pour finir, ben, merci beaucoup en fait de m'avoir appelé parce que, un, je vais continuer à vous lire du coup parce que je suis réconciliée avec vous. Mais deux, elle me dit merci pour cette conversation parce que moi j'ai eu le côté étudiant que je ne percevais pas, moi derrière mon casque avec voilà, ma mission de policier de l'ordre, etc. Et d'avoir des ordres où on dit ben, il faut disperser la foule et voilà.
Et je n'avais pas non plus cette vision d'endroit où vraiment les jeunes ont été agressés alors qu'ils étaient assis sur une pelouse, occupés à boire une bière et qu'on les a tabassés. C'est arrivé, hein, je l'ai vu de mes yeux vus. Donc, et donc, elle dit, c'est génial parce qu'elle dit, du coup, cette discussion a permis de me rapprocher et de comprendre quelque chose que je n'avais pas compris parce que j'étais dans ma petite bulle de policier. Et le petit étudiant, il est dans sa bulle d'étudiant quand la marque n'en peut plus. Et à un moment donné, il y a une agression entre les deux. Et du coup, j'ai proposé à cette personne policière, elle m'a raconté toute sa vision des choses pendant la manifestation. Et j'ai dit, ben, voilà, je vais faire une micro-fiction où je vais parler d'une jeune fille qui est assise sur l'herbe et qui se fait tabasser par des policiers. Et je vais parler de vous, la policière, qui est à un tout autre endroit et qui doit faire face à des personnes qui lui lancent des canettes de bière, des vélos à la figure et qui doit être là pour faire régner l'ordre. J'ai dit, je vous demanderai de la lire avant que je la poste, comme ça vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, puisque je prêterai vos mots et vos intentions. Et elle m'a dit super. Et donc j'ai posté cette mini fiction où je parle effectivement d'une jeune fille, d'une policière et de leur monde. Et à la fin de la fiction, en fait, alors, elles vont finir par se détester, en fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont une image de l'autre qui est complètement fausse et caricaturale et cliché de nouveau. Et l'idée, évidemment, à la fin de la fiction, c'est de se dire que, eh bien non, je dirais, en fait, pour finir, elles se ressemblent terriblement toutes les deux parce qu'elles ont toutes les deux une famille, elles ont toutes les deux des souffrances, et voilà. Et donc, c'est là où cette fiction, et j'adore cette idée de ce mot que tu as employé, est là pour rapprocher. Je crois très fort que les fictions sont là pour ouvrir les cœurs et les esprits et pour rapprocher les gens et pas pour les écarter. Donc, pas pour mettre le doigt sur les différences, mais mettre le doigt sur les choses qui effectivement nous rapprochent. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'ici, non seulement ça m'a rapproché de cette personne à travers l'idée des fictions, puisque c'est comme ça qu'on se connaissait, mais ça m'a permis d'écrire une petite fiction qui rapprochait aussi des personnes qui sont à la limite divisées, parce que c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui avec l'enfermement, avec les débats politiques, avec ceux qui sont pour les vaccins, contre les vaccins, les complotistes, ce qu'on appelle les moutons, enfin bon, tout est très excessif, il n'y a plus de nuances. Et pour finir, c'est les jeunes contre les aînés, les vaccinés contre les non-vaccinés. Et en fait, il y a un milieu. Au milieu de tout ça, il y a quand même juste des êtres humains qui vivent des souffrances et qui ont leur liberté de penser. Et on peut les rapprocher au lieu de les diviser. Et ça, la fiction est un médium formidable pour faire ça. Vraiment formidable, parce qu'il fait rentrer dans l'autre. Il fait rentrer dans celui qui ne nous ressemble pas. Je dis toujours que plus on écrit, plus on devient empathique. Mais je crois vraiment à ça. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on écrit des fictions? Quand on écrit une fiction, on a cette obligation, si on décrit un personnage qui ne nous ressemble pas, de se mettre dans sa peau. Il y a une fiction que j'ai écrite comme ça, où je me mets dans la peau d'une femme obèse qui pèse 150 kilos. Je suis loin de peser 150 kilos. Vous ne me voyez pas, mais au visage, vous voyez bien que je ne pèse pas 150 kilos. Donc, j'ai porté des sacs et des trucs pour peser 150 kilos pour voir ce que ça faisait. J'ai été discuter avec des personnes obèses qui m'ont raconté des choses incroyables, que pour eux, rentrer dans un bus, monter dans le bus, la frayeur que les portes se ferment trop vite parce qu'elles marchaient lentement et que les gens ne font pas attention, de ne pas pouvoir s'asseoir parce qu'on prend 2 places et pas une, donc on est fort gêné, de ne pas savoir descendre un escalator parce qu'on a un vent tellement proéminent qu'on ne voit pas ses pieds et que donc on lance son pied sur la marche qui bouge sans savoir si on est sur la marche ou 10 cm au-dessus. Du regard de la personne quand on mange une glace, qui nous regarde manger une glace et qu'on voit dans ses yeux, mon Dieu, elle est déjà grosse, pourquoi est-ce qu'elle mange encore une glace? Toutes ces choses-là, c'est se mettre dans la peau d'eux. Et c'est être empathique. Et je crois que quand on écrit une fiction, on a cette obligation-là. Mais quelque part, quand on la lit aussi, si on est pris dans une fiction, on fait ce travail. Combien de héros sont des anti-héros et en fait appellent à la sympathie? On a ça beaucoup. Un criminel, un bandit de grand chemin, ou un pour finir, on a peur qu'il meure, on a peur qu'il lui arrive quelque chose, pourtant il n'est pas très glorieux. Eh bien là, c'est un travail d'empathie qui se met en route. Combien de fois on va pouvoir regarder quelque chose en disant « j'imaginais pas que ça pouvait être comme ça ». Et du coup, c'est à notre empathie que la fiction va parler. La fiction va nous montrer ce que c'est que se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, je trouve qu'on manque un peu de ça. Et j'en parlais à la fois assez bêtement avec mon médecin généraliste qui me disait « j'en peux plus, les médecins n'en peuvent plus ». Et je lui disais « je te comprends tellement bien, mais
tout le monde est comme ça aujourd'hui. Les jeunes n'en peuvent plus. Le gars qui est resté avec 6 mois avec son restaurant fermé et qui ne sait pas manger à la fin du mois, il n'en peut plus non plus. Et du coup, il me dit, en fait, tu as tout à fait raison. Il dit, moi, je ne vois que mon milieu à moi, que mon problème à moi, qui est grand, qui est important. Et du coup, je trouve ça très, très important. La fiction, là, a vraiment aussi un rôle terrible, ou un livre qui expliquerait ça noir sur blanc et toutes les caractéristiques de chacun ne pourrait pas amener. C'est de dire, mets-toi 2 minutes à la place de cette personne-là et vois ce qu'elle ressent. Est-ce que ton avis ne va pas changer? Et pour moi, la fiction, là, elle a un rôle énorme aussi. Il permet l'empathie, puis l'empathie sans filtre quelque part. Enfin, si c'était plus un témoignage, on pourrait rentrer dans l'empathie, mais il y a plus de filtres. Et effectivement, dans la fiction, on entre directement. Enfin, il y a une prise beaucoup plus directe. Oui, c'est pour ça que j'aime bien l'idée du trouble à serrure pour le témoignage. Je trouve c'est que tu regardes, et donc il y a toujours cette porte entre le lecteur et celui qui confie sa vie, hein, son témoignage en tout cas. Et puis quand tu passes à la fiction, la porte est ouverte, quoi. Il n'y a pas de filtre, c'est vraiment ça. Donc tu rentres dans une empathie profonde parce que tu deviens l'autre. C'est pas que tu regardes l'autre qui fonctionne, tu deviens l'autre. Et ça, c'est encore un pas très important qui fait que pour moi, l'idée des histoires et de leur universalité, et merci de le souligner, on ne va pas pouvoir effacer ça, je l'espère, en quelques générations. Je crois qu'effectivement, ce sont des vagues, et l'idée du roseau aussi, c'est voilà, on balance d'un côté à l'autre, mais le roseau reste toujours bien installé au milieu. Le pouvoir des histoires est pour moi indéniable, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et c'est très important. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, s'il vous plaît, lisez des fictions, au moins, ou bien regardez des films ou du cinéma, parce que ce sont des fictions aussi. Je peux comprendre qu'on n'aime pas lire, tout le monde n'aime pas lire. Je trouve ça très dommage, moi, parce que je trouve qu'en plus, dans le livre, il y a encore une part d'imaginaire plus grande, parce que la fiction télévisée nous prémâche déjà quelque chose en nous montrant un personnage avec des cheveux qui ont une certaine couleur, une personnalité. Combien de fois on va lire un roman et puis on va dire « Oh, le film est sorti, je vais le voir » et on est déçu. Non pas que le film soit mauvais, très loin de là, parfois il est excellent, mais simplement parce qu'on s'est fait son idée. On s'est approprié tellement les personnages et l'histoire que quand on va voir le film, fatalement, le réalisateur du film, il a eu aussi sa propre façon de s'approprier le livre. Et du coup, on n'a pas la même façon d'avoir vu les choses, et on est un peu consterné par le film qu'on va voir, parce que c'est plus le souvenir qu'on a du livre. Pourquoi? Parce que dans le livre, on a mis mettre une énorme part d'imaginaire, tandis que dans le film, on nous donne déjà cette part-là, on nous livre déjà quelque chose qu'on n'a pas dû faire soi-même. Merci beaucoup, Isabelle, pour cet entretien. Je pense qu'on va conclure sur ces mots. Et puis, un grand merci pour ce moment, cet échange passionnant sur ces sujets. Ouais, tu as mis aussi, je te remercie pour ça, Alban, plein de mots voilà, qui ont complété les miens et qui m'ont fait du bien. Tu vois, l'idée de rapprocher, l'idée... voilà, c'est chouette d'en parler comme ça aussi, parce que parfois, quand on est justement dans le métier des mots, on rayonne et on résonne toujours avec ces mêmes mots, et parfois en avoir un autre qui vient dire mais oui, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Je trouve ça très enrichissant, donc je te remercie beaucoup pour ça. Merci, puis merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci. Et bonsoir, Isabelle. Bonsoir.